était au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La finance inclusive, l'entrepreneuriat, le secteur informel, l'assurance santé des élèves. Que peut-on en dire aujourd'hui au Togo? Vous aurez les réponses dans ce journal. Le plan national de développement PND s'invite dans les programmes de développement des localités du Togo. Il est question de prendre en compte les différents axes du programme dans l'élaboration des politiques de développement. Le processus à découvrir dans cette édition. Et puis le Togo dit non et va en guerre contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des cellules d'investigation financière viennent d'être créées pour cela. Leur composition et fonctionnement dans ce journal. Voilà donc pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat PNPER, le Fonds national de la finance inclusive FNFI, la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI et le School Assure. Des projets et programmes placés sous tutelle du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Que peut-on retenir de leur mise en œuvre au titre du mois de juin de cette année? Lucassi est allé aux nouvelles. Voici son reportage. Mis en œuvre depuis 2014, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat PNPER est l'une des initiatives du gouvernement qui fait le bonheur des jeunes ruraux. Il met en scène les jeunes et femmes détenteurs d'idées de micro et petites entreprises rurales. Mise sous tutelle du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel, le PNPER a financé 12 plans d'affaires pour une somme globale de plus de 96 949 000 francs CFA. Un résultat bien apprécié par le Fonds international de développement agricole FIDA. Si la finalité reste la création d'emplois rémunérateurs et durables pour les jeunes au niveau local, le PNPER n'en demeure pas moins un outil de réduction de l'endettement des jeunes entrepreneurs auprès des banques. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI est l'autre programme qui vient au secours des personnes vulnérables, exclues des services financiers classiques en les accompagnant. Le fonds a enregistré 3 348 nouveaux bénéficiaires avec des renouvellements de financement à la clé. 794 149 000 francs CFA, c'est la somme décaissée pour répondre à ces nouvelles sollicitations. Ce à travers ces produits traditionnels, notamment l'AgriCEF, l'AGICEF, l'ARCEF, le PAIFFV, PAS et PS. Ces performances datent du mois de juillet 2019. Et sur la même période, la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI a initié des centaines de jeunes à la création et gestion d'entreprises. Au nombre de 317, ces jeunes en formation évoluent jusque-là dans le secteur informel. Et grâce à cette remise à niveau dont ils font objet, ils pourront migrer facilement vers le secteur formel. C'est d'ailleurs la mission dévolue à la DOSI. Elle prépare et met en œuvre des mesures et stratégies d'enrôlement des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel à se formaliser. La prise en charge sanitaire des élèves relève aussi de l'autorité du secrétariat d'État en charge de l'inclusion financière et du secteur informel. Ceci à travers le programme School Assure. Malgré le démarrage effectif des vacances en juillet, des chiffres satisfaisants sont à relever pour ce mois. Plus de 33 450 élèves ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire pour un montant de plus de 104 994 000 francs CFA, soit une hausse de 36,98% par rapport au mois de juin. Il est à signaler que ce programme gratifie depuis la rentrée scolaire 2017-2018 une couverture sociale et médicale aux élèves des écoles primaires et secondaires du secteur public de l'enseignement général et technique. Tous ces projets ont en somme produit des résultats qui répondent jusque-là aux attentes des populations et aux différentes missions qui leur sont assignées. Les actions mises en œuvre et le suivi opérationnel effectué tout le temps dans les normes ont largement contribué à ces résultats.
Les acteurs régionaux de développement planifient les projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Eh bien, ces acteurs auront également à prendre en compte le PND, le Plan National de Développement. Comment et pourquoi? Sylvain Abdou nous répond. Le plan national de développement PND veut relever nombre de défis pour faire du Togo la plateforme économique par excellence dans la sous-région. Cet ambitieux outil du chef de l'État, avec en ligne de mire la création de 500 000 emplois pour les jeunes, la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive, consiste à l'amélioration du bien-être social. Face aux enjeux de ce programme quinquennal, le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération a pris son bâton de pèlerin pour redynamiser les commissions régionales, organes chargés de l'orientation des projets au niveau local. Il s'agit concrètement de susciter leur implication pour une participation active dans la mise en œuvre du PND, les amener à s'approprier cet outil pour une bonne identification des besoins des populations en matière de développement. Il s'agit d'échanger avec tous les acteurs régionaux sur la mise en œuvre du PND 2018-2022 et faire en sorte que chacun puisse s'approprier de cet important outil qui est désormais le seul de référence en matière de développement de notre pays. Échanger avec eux davantage sur la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire qui est couplée avec le PND permettra le développement harmonieux, équilibré et durable du pays et faire en sorte qu'aucune localité ne soit laissée pour compte. Les grands axes de cet outil ont été déclinés et les secteurs prioritaires en ce qui concerne les plateaux présentés ainsi que les perspectives pour amener les acteurs à jouer le rôle qui est le leur en vue de consolider le développement et renforcer le mécanisme d'inclusion. Ces organes qui sont les leaders chargés de la mobilisation de la population à leurs différents niveaux se doivent de se rencontrer régulièrement pour vraiment les meilleures pratiques nécessaires pour vraiment accompagner les populations en ce moment où le processus de décentralisation a abouti aux élections locales pour faire en sorte que le développement local soit une réalité dans notre pays. Plusieurs secteurs sont pris en compte par le PND dans les plateaux, notamment l'agriculture, l'élevage, l'aménagement hydro-agricole, le développement des pôles de transformation agricole et manufacturier. Outre ces secteurs, bien d'autres domaines pour renforcer la résilience des communautés, contribuant ainsi à leur épanouissement et à leur bien-être social. Face à la montée du terrorisme, des trafics illicites et du blanchiment des capitaux dans la sous-région ouest-africaine, chaque État se protège. Le Togo, lui, renforce sa sécurité en annonçant la mise en place des cellules d'investigation financière. À quoi serviront-elles? Les réponses dans ce dossier signé Augustin Kassi. Dans un contexte mondial et régional marqué par la criminalité de tout genre et l'extrémisme, le Togo entend se mettre à l'abri. Très prochainement, le pays va se doter des moyens supplémentaires de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par souci du respect d'une recommandation du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU et en accord avec sa nouvelle loi sur la sécurité intérieure, le pays mettra sur pied des cellules d'investigation financière au sein de sa police et de sa gendarmerie. Et les hommes et femmes appelés à animer ces cellules bénéficieront des moyens sophistiqués et des formations adaptées. Les circonstances l'exigent puisque dans l'espace ouest-africain, la paix, la sécurité et la stabilité sont menacées par la montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme. Dans cette situation, aucun État n'est épargné. Ces fléaux visés sont quasi permanents et appellent à une riposte adéquate. C'est donc une nécessité que souligne le Togo en voulant mettre en place ce dispositif.
Il est également prévu des dispositions pour non seulement créer les cellules, mais aussi former le personnel qui va les constituer, selon le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, le général Yak Damham. La création de cette police d'investigation financière va renforcer tout l'arsenal légal et institutionnel existant déjà en matière de répression et de lutte contre le financement du terrorisme. Outre la cellule nationale de traitement des informations financières, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le Togo est également membre du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle police va donc être une réponse majeure dans la riposte à l'insécurité, au terrorisme, aux financements illicites ainsi qu'au blanchiment des capitaux dans la sous-région ouest-africaine. Et cette nouvelle mission de lutte contre la corruption assignée à la police et à la gendarmerie, la APLUSIA, l'a déjà commencé depuis sa mise en place. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées poursuit cette mission à travers une tournée de sensibilisation. L'étape de la préfecture de Vaud avec Karine Olonlo. Après l'étape d'Agouenivé le 8 août dernier, suivie de celle de Tchévier puis Aného, c'est au tour des populations de Vaughan d'être outillées sur les techniques de lutte contre la corruption. Ici, la procédure est la même. Exposition des manifestations, causes et conséquences de ce fléau qu'est la corruption qui fragilise l'économie du pays. Ils sont dans la préfecture de Vaud, nous sommes très contents. La sensibilisation va bien passer. Nous, en tant qu'autorité, nous allons œuvrer pour que effectivement ça cesse, pour que la corruption cesse dans notre pays. Le message est le même aussi. Nous voulons conscientiser, nous voulons mobiliser tous les Togolais contre la maladie économique qu'on appelle la corruption. À l'issue de cette formation, tous les participants seront en mesure de relayer les informations reçues afin que désormais soient dénoncés dans la préfecture de Vaud tous les actes de corruption. À l'issue, c'est que les gens sachent qu'il faut dénoncer. Parce que la lutte contre la corruption est une lutte collective. Tout citoyen peut dénoncer à la APLUSIA. On peut dénoncer à l'anonyme. On n'a pas besoin de décliner son identité. Et je pense que c'est en dénonçant que nous allons faire baisser le taux de corruption dans notre pays. À l'heure où le Togo compte sur le secteur privé togolais et les bailleurs de fonds étrangers pour financer le plan national de développement, cette action de prévention débutée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées sera d'un appui dans l'atteinte des résultats. Lambo, c'est le nom du tout nouveau projet initié par le chef de l'État, et ceci pour lutter contre le chômage des jeunes en œuvrant pour leur employabilité. Et l'initiative vient d'être lancée dans la préfecture de Tchaoudjou. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Du matériel roulant, 2 minibus de 15 places et 6 voitures taxi de 5 places chacun. Engins qui vont servir de transport en commun matériel en lien avec le projet Lambo, une initiative personnelle du président de la République pour rimer avec l'employabilité des jeunes de la préfecture de Tchaoudjou. Le chef de l'État, à travers les cadres de Tchaoudjou, à l'écoute des jeunes, espoir le demain. Lambo pour apporter donc des solutions idoines à la problématique du chômage des jeunes. Le projet est lancé officiellement par le ministre Folibasi Katari, cadre de Tchaoudjou. Aujourd'hui, nous avons déjà 8 véhicules et nous prions que pour la prochaine fois, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, on aura plus d'une vingtaine de véhicules. Et ce matériel, nous sommes sensibilisés de faire en sorte que nous travaillons, nous respectons les normes routières et que nous entretenons bien les engins qui veulent être avec nous. Il doit avoir d'abord son permis, titulaire d'un permis conformément à l'engin qu'on lui remet, et qu'à tout moment de respecter le code routier, de respecter le véhicule, la carte grise, veut dire d'éviter les chichages, d'éviter les excès de vitesse pour pouvoir entretenir bien l'engin et que le promoteur puisse toujours avoir nos confiance, nous fournir toujours les engins plus. Lorsqu'il y a la paix, il doit avoir toujours des projets que tout le monde va, nos cadres de Tchaoudjou vont penser à nous toujours. Donc on souhaite toujours qu'à Tchaoudjou ici, qu'il y ait toujours de la paix.
du calme dans les pays avec nos jeunes de se conformer aux normes et aux exigences de notre gouvernement. Nous qui avions déjà bénéficié de ça, j'aimerais que ça continue pour que mes camarades aussi bénéficient de cela aussi. Lambo s'inscrit dans le contexte de l'avancement pour atteindre un objectif, favoriser l'autonomisation des jeunes afin de stimuler la croissance économique. Nous saluons vraiment cette initiative personnelle du chef de l'État, son Excellence Faure Essaise Mnanya Simbe. Et aujourd'hui, si le transport est ainsi valorisé dans la préfecture, nous pensons que les populations, les jeunes trouveront de l'emploi à travers cette initiative et que le chômage va être résorbé. Nous remercions vraiment les cadres de la préfecture et nous souhaitons vraiment que les bénéficiaires de ces véhicules en fassent bon usage. C'est en faisant bon usage de ces véhicules que les générations futures pourront bénéficier de ces mêmes initiatives. Lambo, un projet parmi tant d'autres, entend en définitive soutenir les projets des jeunes dans la préfecture de Tchaoudjor. Ici, c'est un renforcement des flottes de transport de personnes et de biens, tout en s'appuyant sur l'employabilité des jeunes et répondre à l'axe 1 et 3 du PND. Les médicaments que nous consommons dans l'espace CEDEAO sont-ils de bonne qualité? Comment le savoir? Eh bien, des professionnels en débattent depuis hier à Lomé. Le compte rendu avec Gisèle Kozona et Luc Assis. Un médicament dit de qualité subit un circuit de contrôle depuis sa production jusqu'à la consommation. Et plusieurs systèmes sont pensés par les États à travers des réglementations et mécanismes pour s'assurer de la traçabilité de ces circuits de contrôle. Une approche pour bannir les produits sous standard, falsifiés et faux afin de mettre à la disposition des populations les médicaments qui répondent aux normes et susceptibles de traiter un mal. Au Togo, le circuit est décliné comme suit. Il commence déjà par l'examen des documents qui sont envoyés par le labo fabricant du médicament. Ensuite, quand il arrive aux frontières ici, il y a la douane. Et la douane aussi fait un contrôle documentaire des documents pour voir si le médicament a suivi son chemin normal avant d'arriver au Togo. Ensuite, il va aller chez les grossistes, donc les grossistes privés comme la Camec Togo. Et à tous ces niveaux, il y a du personnel et des outils, des référentiels qui permettent de savoir, d'avoir une traçabilité de ce médicament. Alors le maître mot, c'est la traçabilité. On doit savoir depuis la production du médicament où est-ce qu'il est passé et où est-ce qu'il va passer jusqu'au patient. Il faut être en bonne santé pour vaquer à nos occupations. Et lorsqu'on a posé un diagnostic, si on n'est pas capable de vous donner un médicament de qualité, ça ne sert en général à rien. Il va sans dire que la guérison d'un patient dépend aussi de la qualité du produit qu'il achète. Les conditions dans lesquelles un médicament est pris contribuent fortement à soigner ou à aggraver l'état d'un patient. D'où la nécessité d'être prudent à l'automédication. L'automédication, aujourd'hui, elle est dans certains pays admise. Je ne dirais pas autorisée, mais elle est, je dirais, acceptée. Tant qu'elle se fait avec l'information qu'il faut. Et cette information se trouve qu'au niveau des professionnels. Chacun ne peut pas se lever pour aller acheter son médicament à la rue, parce que malheureusement dans nos pays, l'automédication, c'est acheter son médicament à la rue, de le prendre et d'espérer se soulager. Des fois on est soulagé, hein, on a l'impression que la douleur disparaît, mais derrière les conséquences sont des fois très graves. Les contrôles rigoureux et périodiques dissuadent les dépositaires de faux médicaments ou des médicaments contrefaits. Par le biais de l'organisation ouest-africaine de la santé OAS qui célèbre ses 32 ans d'existence, les pays de la CEDEAO harmonisent leurs méthodes de lutte contre les faux médicaments pour mieux préserver les populations des dangers liés à l'automédication. Selon un rapport de l'UNESCO, peu de jeunes filles au Togo embrassent une carrière scientifique et plusieurs raisons expliquent cette situation. Ramdan Bassina nous le fait découvrir dans le dossier qui suit.
Selon un rapport de l'UNESCO sur l'éducation des filles et des femmes aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, 35% seulement dans le monde sont au niveau de l'enseignement supérieur. 3% des étudiantes choisissent les filières technologiques de l'information et de la communication. 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde sont des femmes. Au Togo, les jeunes filles sont nombreuses dans l'enseignement secondaire, mais elles restent moins nombreuses dans les séries scientifiques et s'orientent encore moins dans les carrières scientifiques, selon les statistiques scolaires de l'UNESCO. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le mythe dont font l'objet les matières scientifiques, surtout les mathématiques et les sciences physiques, le contenu des programmes, la conduite même des programmes, les conditions et les méthodes d'enseignement qui influencent négativement l'apprentissage, mais aussi la qualité des enseignants qui dispensent ces matières. Tous ces facteurs constituent des stéréotypes. Et ces stéréotypes qui associent la masculinité aux mathématiques et aux sciences physiques ont une incidence négative sur l'intérêt des filles pour ces disciplines et sur leur auto-évaluation et leur performance. Des actions ciblées visant à surmonter les stéréotypes peuvent inclure la révision des programmes et des manuels scolaires et universitaires, la formation et la sensibilisation des enseignants, la présentation des modèles féminins de réussite à nos jeunes filles. Mais il importe fondamentalement de démystifier l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et de les rendre accessibles à tous les élèves. Les métiers d'avenir, d'après les spécialistes, sont soutenus par les sciences et constituent un facteur déterminant pour l'épanouissement de la gente féminine. Je suis doctorante à la faculté des sciences de la santé. La satisfaction de résoudre les problèmes de quelqu'un lorsqu'il arrive, c'est ça qui me plaît le plus dans ce que je fais. Approfondir mes connaissances en matière de biologie, surtout la biologie humaine, c'est-à-dire la physiologie de l'être humain. J'aimerais devenir médecin orthopédiste. J'espère pouvoir avoir les conseils nécessaires qui pourront m'aider dans la suite de mes études. J'ai réussi à mon BPC cette année avec une moyenne de 18,56. J'ai eu 20 en physique, 20 en SVT et 18 en mathématiques. Pour le lycée, je voudrais continuer avec la série D pour plus tard devenir soit ingénieur en mécanique ou faire de l'informatique. Pour ce camp, j'espère quand je partirai ne plus être timide, m'affirmer, sensibiliser les autres jeunes filles à ne pas abandonner l'école, à continuer les études, à poursuivre dans les séries scientifiques pour devenir des cadres. Des efforts sont faits pour encourager les jeunes filles et les femmes à embrasser des carrières scientifiques. L'orientation scolaire, appui conseil, sensibilisation en vue de vaincre les stéréotypes. Mais il faut encore définir une réelle politique de promotion de la science dans les curricula scolaires. Chaque année, le ministère en charge de la jeunesse pour récompenser et encourager les meilleurs élèves au BEPC, les garçons comme les filles, le ministère organise une colonie de vacances à leur endroit. Et ces enfants ont séjourné depuis quelques jours dans la région de la Kara pour visiter certains sites touristiques. Le compte rendu de leur tournée avec Nestor. Bonjour. Koutamakou, le pays des Batamariba et ses habitats uniques en leur genre. Un des sites que les meilleurs élèves au BPC cette année au Togo ont visité pour satisfaire leur curiosité. La randonnée à Koutamakou constitue l'une des étapes au programme de la colonie de vacances organisée par le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse pour leur témoigner la reconnaissance du gouvernement par rapport à leur volonté d'exceller à l'école. Cette année, nous n'avons pas organisé la colonie de vacances comme ça s'organise il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais nous avons voulu cette fois-ci diversifier en spécifiant juste en prenant le volet excursion. Le volet excursion, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de permettre
aux enfants, aux meilleurs qui sont issus de toutes les préfectures, de pouvoir découvrir des sites à caractère économique, historique et puis touristique. Le volet touristique nous a amené à Nadoba avec la découverte des Tata Tamberma qui sont vraiment chargés d'histoire. Le message que nous devons passer d'abord, c'est le message de récompenser l'excellence. Le deuxième objectif, c'est que ces enfants-là puissent cohabiter et puis partager les valeurs qui sont les valeurs togolaises, c'est-à-dire le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, c'est le partage de la culture à un moment donné qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient du centre, pour que les enfants vraiment passent de bonnes vacances. Koutamakou est reconnu au-delà des frontières togolaises. Ce site est inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial depuis 2004. Les visiteurs repartent avec des belles images gravées dans leur mémoire. Bon, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour participer aux colonies de vacances. Ici, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les Tata Tamberma que nous sommes venus trouver aujourd'hui. C'est la première fois que je vois ça. Bon, j'ai vu ça dans les livres et dans la télé, mais c'est la première fois que je vois ça de mes propres yeux. Donc je suis tellement ravie. Je dis merci au comité d'organisation des colonies de vacances. On nous a expliqué comment ils sont partis de Burkina Faso et passés par le nord du Bénin, venus ici. Et bon, l'histoire a commencé par un baobab, ce qu'on nous a expliqué. Et à partir du baobab, ils ont construit les maisons. On a vu les Tata Tamberma, les grands châteaux, comment ils ont construit. C'est très beau, ils sont trop forts. Donc je remercie le chef de l'État et le comité d'organisation qui nous a permis de découvrir toutes ces choses. Ils sont 209, soit 107 filles et 102 garçons à être identifiés comme meilleurs élèves au BPC. Les 209 lauréats, avant de visiter Koutamakou, ont fait le tour d'autres sites touristiques. Ils sont allés au parc animalier et au mausolée de Sarakawa et au musée Yadema de Pia. La peste porcine, on en parle très peu, mais des cas auraient été signalés récemment dans une localité au Togo. Des rumeurs circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. D'aucuns se demandent s'il faut encore consommer la viande de porc. Les responsables de la direction de l'élevage répondent à ces interrogations et c'est dans un dossier signé Dodo Waré. En 2 mois, plus de 400 porcs sont morts, tous atteints de la peste porcine africaine. La zone infectée s'appelle Massourin, une grande réserve non loin de l'état-major et dans laquelle l'élevage du porc est une activité récurrente. Komi est un habitant du quartier. Il élevait près de 300 porcs. 259 sont morts atteints du virus. L'éleveur était obligé de faire appel à la direction de l'élevage pour constater la situation. On a remarqué certains boutons au niveau de leurs pieds, au sabot. On a appelé les vétérinaires, on a tout vacciné, tout est parti. Il restait 41, à ce moment qu'on avait averti le ministère, ils sont venus pour abattre ça. Franck est également éleveur. Il a vécu lui aussi la même situation. Pour lui, la maladie vient des porcs en provenance de la région des savanes. J'avais 82 têtes de bêtes. Et quand la peste a commencé, ça les emportait une à une jusqu'à... Je suis à 0. J'ai constaté 3 types de maladies à peu près. Il y a une maladie, les oreilles. Il y a d'autres, c'est le sang qui coule après que l'animal est à terre. D'autres, maintenant, on a constaté des boutons et au niveau de leurs sabots, même chose. Je suis sur le terrain, quelqu'un est venu, il a commencé l'élevage, il a mené les porcs de Daparon. La manière dont la maladie s'est présentée au niveau de ces bêtes intégralement, c'est ce qui s'est passé chez moi aussi. Et ça a attaqué tout le village. Aucun risque avéré pour l'homme, mais la maladie est très contagieuse entre porcins. Et pour préserver la filière, le ministère en charge de l'élevage n'y va pas par 4 chemins. Abattre tous les porcs de la localité. Différentes mesures ont également été prises pour limiter la propagation du virus. Et effectivement, vers la fin du mois de juillet, il y a un éleveur qui a donc signalé des cas de mortalité dans sa ferme. Rapidement, on a dépêché le laboratoire pour aller faire des prélèvements et voir s'il s'agit de la maladie qu'on redoutait, c'est-à-dire la peste porcine africaine. Et cela a été confirmé que c'est bien la peste porcine africaine. Juste après la confirmation de ce cas,
le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a signé un arrêté portant déclaration d'infection donc dans la zone. Et donc on doit contrôler le mouvement des animaux et abattre tous les animaux qui sont dans le site. Avec l'arrêté portant déclaration d'infection, la direction de l'élevage donc a abattu environ 600 porcs. Il y a les élevages qui ont été désinfectés et un vide sanitaire sera appliqué pendant un certain nombre de mois pour s'assurer de l'inactivation du virus dans la zone. Ce n'est pas une zoonose, ce n'est pas une maladie qui attaque l'homme. Et donc vous pouvez consommer la viande du porc sans problème. Le virus n'atteint pas l'être humain certes, mais affecte l'économie des éleveurs quand bien même indemnisés. Deux présumés braqueurs viennent d'être arrêtés par la police à Thiviers dans la préfecture de Zio. Ils sont accusés de viol, de vol de moto et de bœufs. Les faits avec Sonia Aménipo. Veulent aller vite et très vite par des raccourcis pour gagner leur vie. Ces deux individus sont spécialisés dans le braquage des motocyclistes, vol de bœufs et de viol, précisément dans la zone de Glevier-Gapé, à environ 5 km à l'ouest de Thiviers. Ces présumés malfrats viennent d'être arrêtés dans leur élan par la police judiciaire de la région numéro 1 maritime. Suite à la reconnaissance des actes de braquage et sur instruction de notre hiérarchie, une opération a été menée dans la nuit du 6 août 2019 en vue de déjouer un braquage qui était prévu. Au cours de l'opération, il y a eu des échanges de tirs entre ces braqueurs et la police. Et un agent de police a été touché. Il s'agit du GP Kodoké qui est actuellement à l'hôpital. Mais grâce à des techniques des forces de l'ordre, nous avons pu interpeller un des braqueurs sur interrogation pour reconnaître les faits et cite deux de ses complices. Ces individus féreux posent des embuscades aux riverains de Blainvier, Gapé et à l'aide de leurs armes artisanales et des couteaux, ils arrivent à faire leur opération. Ces deux individus seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Occasion pour la police d'appeler la population à plus de vigilance et à une meilleure collaboration avec les forces de l'ordre afin de dissuader ces actes criminels dans la région. Et puis, sachez que les rideaux sont tombés hier sur les activités du programme Vacances Unir 2019 à Saint-Cassé. Et c'est le football sport roi qui a mis fin aux activités. Et la coupe a été remportée par le canton de Timbou face à celui de Saint-Cassé. Le résumé de la rencontre avec Gérard Lagoudou. Le canton de Timbou a soulevé la coupe du tournoi Vacances Unir Saint-Cassé. Résultat de la finale de la compétition disputée face au canton de Saint-Cassé en maillot blanc. Les premiers instants de la rencontre sont décisifs et sans pitié. Deuxième minute de jeu, première faute sifflée, Timbou s'offre un bijou dans la lucarne de Saint-Cassé FC. On a prié Dieu, c'est Timbou qui a marqué bien. On est content pour nos enfants. C'est un jeu. Même si c'est Timbou qui a gagné, si c'est Saint-Cassé qui a gagné, c'est la même chose. C'est la joie. C'est à cause de la joie que nous jouons aujourd'hui là. Sinon, tous, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui là. Les 88 dernières minutes et le temps additionnel ont été marqués par des tentatives infructueuses. Score final, 1-0 en faveur du canton de Timbou.
Cette compétition est organisée par les cadres du parti Union pour la République pour permettre à la jeunesse de mouiller le maillot et renforcer les valeurs de paix, du vivre ensemble et du fair play prôné par le chef de l'État. Avec ce tournoi de solidarité, tous nos éléments du Sud, d'autres sont du Burkina, d'autres du Ghana, tous sont là aujourd'hui pour ce match et ça nous fait du bien. Des récompenses sont décernées à chaque canton participant, au corps arbitral et au comité d'organisation. L'équipe perdante de la finale est repartie avec le prix de la deuxième place. Le trophée mis en jeu est allé au canton de Timbou. L'équipe vaincue n'a pas démérité, c'est tout le monde qui a gagné et c'est la préfecture de Sékassé qui a gagné le trophée. C'est UNIR qui a gagné le trophée. La jeunesse est mobilisée derrière le grand parti UNIR. Et vraiment, cette jeunesse-là a déjà promis même plébisciter le chef de l'État, son Excellence Faure Essence Gnassingbé, lors des élections présidentielles de 2020. Donc vraiment, avec ce trophée encore, ça a encore motivé plus les jeunes à faire mieux. Durant 2 semaines, cette compétition a drainé 8 cantons de la préfecture de Sékassé. Selon le comité d'organisation, le tournoi Coupe Unir Vacances 2019 a tenu toutes ses promesses. Nous sommes très contents, nous sommes très honorés parce que le tournoi s'est bien passé. La population a adhéré à ce que nous avons fait. Nous allons dire au chef de l'État de compter sur nous. Nous sommes déjà prêts pour les élections futures. La remise de ce trophée met définitivement fin aux activités du programme Vacances Unir 2019 dans la préfecture de Sékassé. Il nous a été donné de constater que certains sites et médias relaient de façon inappropriée les avis et communiqués diffusés par la CET dans le cadre des interruptions programmées pour raison de maintenance des ouvrages électriques. Cette distorsion délibérée des contenus des avis et communiqués sème le doute et la confusion dans l'esprit des clients et des usagers des services de la CET. À cet effet, la CET rappelle que ces coupures sont planifiées et font partie d'un programme de maintenance annuel conformément aux engagements contenus dans le contrat de performance révisé. La CET demande à tous les médias partenaires de relayer fidèlement les informations qu'elle met à leur disposition via son site internet le www.cet.tg et le cas échéant de se rapprocher de son centre d'information et de service au 82 28 numéro vert ou contacter la direction générale au numéro 22 21 27 44. Elle rassure la population que la fourniture de l'électricité est garantie et ne souffre d'aucun risque de délestage. La CET remercie son aimable clientèle pour sa bonne compréhension. Et c'était donc là un communiqué de la CET. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Timbou dans la région des Savanes. Au revoir.